Rouget, bonjour. Bonjour Monsieur Dupuis et bonjour à tous vos téléspectateurs de l'île de la Réunion. Alors, on va pas pas mentir à nos lecteurs, nous nous connaissons depuis très longtemps. Quelques années, c'était hier. Oui, une trentaine d'années au minimum. Et à l'époque, quand je vous ai connu, vous étiez responsable pour l'outre-mer du RPR, auprès de Jacques Chirac. Aujourd'hui, je vous retrouve, et nous ne sommes pas vus pendant 30 ans, et vous êtes devenu responsable à peu près aux mêmes fonctions, mais pour le Rassemblement National. Qu'est-ce qui peut expliquer cette évolution, que vous soyez passé du RPR au Rassemblement National ? Eh bien, Monsieur Dupuis, comme vous le savez et comme vous venez de le rappeler, je suis gaulliste. J'ai commencé ma carrière politique et professionnelle ici à La Réunion, période à laquelle nous nous sommes connus, auprès de Michel Debré, dont j'étais le dernier attaché parlementaire. Et aujourd'hui, je suis obligé de constater... Aujourd'hui, vous êtes député européen. Aujourd'hui, je suis député européen du Rassemblement National, auprès de Marine Le Pen, et délégué national à l'outre-mer du Rassemblement National. Et je suis obligé de constater que mes convictions n'ont en rien changé et que c'est plutôt mes anciens amis politiques qui ont évolué en petit à petit abandonnant tout ce qui faisait le gaullisme. Et aujourd'hui, je considère que Marine Le Pen est la seule personnalité politique d'envergure nationale à incarner les valeurs du gaullisme. Les valeurs de combat, les valeurs de résistance, valeurs de combat pour la population, pour la défense des Français, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur appartenance sociale. Elle s'adresse à tous les Français, comme le faisait le général de Gaulle, et valeurs de résistance, résistance pour que la France ne se dilue pas dans ce magma de la globalisation voulu par une classe politique actuelle qui a un peu tendance à considérer que la politique doit se faire de façon comptable et que le monde est un grand marché et que seul prime l'intérêt, souvent au profit des plus gros et au détriment des plus démunis d'entre nous. Le président Macron, qui est inspecteur des finances, grand bien lui fasse, qui a eu une carrière de banquier d'affaires, est l'illustration parfaite de cette vision un peu comptable des choses. L'objectif, c'est que la France soit en dessous du déficit de 3% imposé par Bruxelles, et toutes ces mesures sont prises en fonction de ces critères, en oubliant parfois l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même le quotidien des Français. C'est la vie du citoyen. Il a un peu tendance à l'oublier, me semble-t-il, dans sa façon de gérer le pays. Et c'est à dessein que j'utilise le terme de gérer, parce que on pourrait dire qu'il gère plus qu'il ne gouverne. Alors on va reprendre la conversation, mais on va s'arrêter 2 secondes sur, vous avez dit, j'ai plutôt l'impression que ce sont mes amis qui ont changé. Mais moi, le souvenir que je garde, c'est quand même que les plus grands adversaires du général de Gaulle, c'était quand même le père de Marine Le Pen, qu'il a combattu et qu'il a combattu violemment. Donc, est-ce que c'est vos amis qui ont changé ou est-ce que c'est le Front National, aujourd'hui le Rassemblement National, qui lui a changé ? Alors, nous parlons d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Qui convient de rappeler quand même. Monsieur Dupuis, mais tout a changé. Tout a changé. Le monde a changé. La France a changé. Et vous avez parlé du père de Marine Le Pen. Le père de Marine Le Pen, c'est le père de Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, il vous aura pas échappé qu'elle a été en désaccord profond et total avec les prises de position les plus radicales et les plus extrémistes de son père. Au moment de la création de l'UMP, on peut considérer que le curseur de ce que l'on peut appeler la droite, entre guillemets, dans son ensemble, a évolué vers la gauche.
C'est-à-dire que les centristes ont évolué un peu vers le Parti socialiste et sont plutôt devenus radicaux socialistes. L'UDF de l'époque, tel qu'on l'a connu, est devenu plutôt centriste. Et le RPR, malheureusement, qu'incarnait la droite populaire, souverainiste, il faut le rappeler, il ne faut pas oublier les combats qui ont été menés par Philippe Séguin et Charles Pasqua. Et le RPR, il faut le déplorer, s'est dilué dans l'UMP, s'est UDFisé, est devenu un parti notable. Et je me souviens très bien, je voyais beaucoup Bernard Pons à l'époque, dans le cadre de l'association des Amis de Jacques Chirac. Il s'est ardemment battu contre ça, parce qu'il avait eu la vision de la dilution de l'idéal gaulliste, rassembleur et populaire, dans un mouvement embourgeoisé. Très bien. Revenons à La Réunion. Qu'est-ce qui fait la différence du programme du Rassemblement national aujourd'hui à La Réunion? En quoi est-ce que vous vous différenciez des autres partis? Quelles sont vos originalités? Eh bien, j'ai tendance à considérer que Marine Le Pen, et comme Jacques Chirac avant elle, est là aussi la seule personnalité politique d'envergure nationale à bénéficier d'une véritable vision et à nourrir une véritable passion pour l'outre-mer. Cette passion, elle s'illustre par le fait qu'elle a voulu mettre les moyens politiques sur l'outre-mer, et cette vision, parce qu'elle voit, peut-on dire, large et loin. J'en veux pour preuve quelques éléments clés de son programme présidentiel et de son programme pour les européennes. D'abord, dans son programme présidentiel, elle a voulu que l'outre-mer dispose non plus d'un ministre, comme c'est le cas aujourd'hui, qui, indépendamment des personnalités et des valeurs intrinsèques de tous les ministres qui se sont succédés depuis la fin de l'ère Chirac, mais qui n'avait que des rôles de fantoche dans le rang protocolaire du gouvernement, sans aucune capacité ni d'action ni de décision. On le voit bien, les ministres se succèdent ici les uns derrière les autres, et le ministre de l'Outre-mer n'est plus finalement qu'un ouvreur de porte à ses collègues du gouvernement. Il n'a plus aucune capacité de décision, d'arbitrage. Voilà. Et ce que propose Marine Le Pen, c'est que de rendre à l'Outre-mer son poids politique à l'intérieur du gouvernement au travers de la nomination d'un ministre d'État. Ministre d'État, pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle que ça donne une capacité d'action et d'intervention, notamment en termes d'arbitrage interministériel, puisque par définition, le ministère de l'Outre-mer a vocation à intervenir dans tous les sujets, que ce soit l'éducation, que ce soit l'agriculture, que ce soit la sécurité, que ce soit y compris les domaines régaliens. Donc ça lui donne une capacité de décision, d'action au travers d'un avantage pour les arbitrages interministériels. Ça lui donne un poids politique. Ça, c'est le premier point. Elle avait proposé dans le même programme la création d'un comité interministériel à l'Outre-mer, présidé par le chef de l'État. Un comité interministériel que le chef de l'État présiderait tous les 6 mois et qui réunirait tous les ministres, qui devraient rendre compte au chef de l'État de l'action qu'ils ont à mener en faveur de l'Outre-mer. Ça, c'est le premier point un peu statutaire de l'Outre-mer au sein du gouvernement. Deuxièmement, elle proposait une grande loi programme avec une vision à 15 ou 20 ans pour l'Outre-mer, avec des volets essentiels. Premier volet, l'emploi, et revenir avec des dispositifs que nous avons connus, Monsieur Dupuis, lorsque l'Outre-mer a connu ce que j'appelle son âge d'or, lorsque il y a quelques années en arrière, lorsque l'Outre-mer construisait, lorsque le tourisme se développait, lorsque le chômage était quand même moins important. Et donc revenir à cette période au travers de la création de zones franches, mais pas des demi-zones franches, des véritables zones franches, qui auront vocation à attirer les entreprises et de créer des emplois avec le retour à des mesures du type Ponce et Perben, à savoir défiscalisation et exonération des charges des entreprises. Ça suscitera un appel d'air
pour que ces entreprises viennent s'installer ici à La Réunion, mais aussi en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Elle avait même prévu dans son programme la création d'une agence pour l'investissement prioritaire outre-mer. On en avait même trouvé la dénomination la PIPOM, dont la vocation, qui serait une agence d'État, dont la vocation serait d'aller solliciter les entreprises de façon à ce qu'elles viennent s'installer ici à La Réunion et partout outre-mer. Et indépendamment du fait que ces entreprises pourront créer des emplois, elles auront ensuite vocation à rayonner dans la zone de l'océan Indien. Et pour que ce rayonnement économique, culturel puisse s'effectuer dans la zone, il était prévu dans le programme présidentiel qu'un haut commissaire à l'action dans l'océan Indien soit nommé. Il s'agirait d'une espèce de, pour parler communément, de VRP haut de gamme, dont la seule mission serait d'aller vanter les produits et les mérites de la France dans toute la zone, pourquoi pas jusqu'en Inde. Vous savez, j'ai rencontré, depuis que je suis ici, beaucoup de gens, des gens de la société civile, des élus bien entendu, mais aussi des représentants du monde de l'agriculture. Et la personne que j'ai rencontrée m'a dit « Mais on pourrait tout à fait exporter les produits agricoles de la Réunion dans la zone, mais le système est aujourd'hui tel que tout doit retourner vers Paris et aller à Rungis. » Imaginez une compagnie de fret aérien qui pourrait défiscaliser, s'installer dans une zone franche. La Réunion pourrait diffuser tous ses produits maraîchers vers dans la zone de l'océan Indien, y compris jusqu'au Moyen-Orient. Donc le premier volet de cette loi programme, c'était, je viens de l'expliquer, un volet consacré à l'emploi. Le deuxième volet était consacré au coût de la vie. Chacun sait qu'il est près de 50% plus cher que... Il y en a qui parlent de 15, d'autres qui parlent de 30. Alors, il y a une moyenne officielle pour l'ensemble de l'outre-mer qui est de 66%. De mémoire, à La Réunion, on n'est pas loin de 50. Mais que ce soit 15, 20, c'est déjà trop par rapport, le coût de la vie, par rapport au panier de la ménagère, qui est déjà, même s'il est 15, 20, alors, comment vous feriez même si c'est 50%, c'est déjà beaucoup trop cher. Imaginez que déjà la ménagère de métropole n'y arrive pas. Donc on imagine ce que ça peut malheureusement être pour la ménagère. Mais la géographie fait quand même que nous sommes à 9000 et quelques kilomètres. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Moi je pense qu'il y a à opérer une réforme en profondeur de l'octroi de mer, qui est quand même, il faut le rappeler, une mesure qui date de Colbert, donc il ne serait pas absurde de la toiletter. Alors, si on diminue l'octroi de mer, est-ce qu'on augmente la TVA? Parce qu'on paye une TVA à moitié moindre à La Réunion. Alors, s'agissant de la TVA, je ne vais pas vous répondre, mais je vais vous répondre sur l'application du droit commun et sur le financement des collectivités. La réforme de l'octroi de mer, il faut qu'elle se fasse d'abord en conservant une protection des productions locales, et deuxièmement, quand je parle d'application du droit commun, c'est en disant que la dotation globale de fonctionnement qui sert au financement des collectivités locales en métropole doit également s'appliquer ici à La Réunion. La Réunion n'est pas un département de deuxième catégorie, c'est pas une région à part, même si il y a la spécificité ultramarine, c'est pas une région qui est punie. Donc je ne vois pas pourquoi le droit commun et la dotation globale de fonctionnement ne s'applique pas ici. Après la TVA, on peut en discuter, c'est une variable d'ajustement et qui sera possible d'étudier le moment venu. Mais je pense que les deux principales mesures concernant l'outre-mer sont ces deux que je viens de citer. La protection de la production locale et l'application du droit commun pour le financement des collectivités. Et le haut commissaire dont j'ai parlé tout à l'heure pourrait très bien présider une commission dans laquelle il y aurait des personnalités réunionnaises qualifiées, quelqu'un désigné par l'État, qui verrait comment ensuite ventiler l'octroi de mer. Alors, à tort ou à raison, quand on pense Marine Le Pen, quand on pense Rassemblement National, on pense immigration.
C'est un problème que l'on connaît, je dirais, à La Réunion de façon particulière, puisque l'immigration ici est essentiellement mahoraise, donc ce sont des Français. Oui, j'allais effectivement vous reprendre quand vous m'avez dit émigration mahoraise. C'est pas une émigration. Exactement. C'est pas une émigration. Le problème se pose voilà. à Mayotte, mais ici, qu'est-ce que vous proposez de manière spécifique dans ce domaine-là? Je pense qu'il faut prendre le problème à la base. C'est-à-dire, la base, c'est aux Comores, pour tarir la source. Il faut empêcher les Comoriens de venir vers Mayotte. Parce que j'étais à Mayotte avec Marine Le Pen au mois de mars, nous y sommes allés avant de venir ici à La Réunion. Mayotte est complètement submergée par l'immigration comorienne. Une personne sur deux qu'on croise dans la rue, grosso modo, est sans papier. 40 à 45% de la population oui, à Mayotte aujourd'hui est comorienne, en situation légale ou non. Et ce qui se passe, c'est que ces néo-arrivants à Mayotte veulent régulariser leur situation et prennent d'assaut la préfecture. Ce qui fait que la préfecture renvoie les citoyens mahorais en leur disant allez effectuer vos démarches administratives à La Réunion, ça sera plus facile pour vous parce que nous on n'arrive plus à fournir ici. Ce qui fait que nos compatriotes mahorais arrivent à La Réunion aujourd'hui et ce n'est pas acceptable que dans une France qui se veut moderne en ce début du XXIe siècle, on ne puisse pas vivre et travailler près de chez soi. Je pense que nos compatriotes mahorais sont les premiers punis d'être contraints de venir ici à La Réunion. Alors comment tarir la source? D'abord en faisant preuve de fermeté vis-à-vis de l'Union des Comores. Le président Assoumani Azali a récemment tenu sur les ondes de vos confrères de Radio France Internationale des propos absolument inqualifiables et inacceptables à l'égard de la France. Il a dit nos ressortissants comoriens qui sont à Mayotte n'ont pas à aller se faire reconnaître à la préfecture parce que je dénie à la préfecture de Mayotte l'appartenance française. Mayotte est comorienne. Il n'y a eu, monsieur Dupuis, aucune réaction de l'État, ni du préfet, encore moins du Quai d'Orsay, et quelques semaines plus tard, le même président comorien a été reçu par le président Macron, qui lui a signé un chèque. Alors qu'il eût fallu faire tout le contraire. Il aurait fallu taper sur la table, dire au président Assoumani, monsieur le président Assoumani, vos propos sont inacceptables. La France vous verse au titre de la coopération régionale 135 millions tous les 5 ans. Nous gelons cette subvention tant que vous n'aurez pas retiré vos propos, que vous n'aurez pas présenté des excuses et que vous ne ferez pas ce que nous vous demandons de faire pour, faire en sorte que vos ressortissants comoriens évitent de partir, que vous ne déclariez une guerre aux passeurs, parce que, bien évidemment, c'est un commerce juteux que celui des passeurs entre les Comores et Mayotte. Donc, et puis, il faut supprimer le droit du sol, il faut supprimer l'appel d'air, il faut supprimer le droit du sol, il faut supprimer le regroupement familial, il faut supprimer les prestations sociales pour les immigrés. Trouvez-vous normal qu'un travailleur réunionnais qui attend un logement social, qui attend un travail, qui est au RSA, va arriver les Comoriens ou les Sri Lankais maintenant, et l'État doit leur trouver un logement, doit leur trouver, ils vont toucher l'aide médicale d'État. Arrêtons-nous 2 secondes sur les aides que la France verse. Je m'enflamme un peu, parce que c'est un vrai sujet, parce que c'est un sujet d'injustice, d'inégalité pour nos compatriotes réunionnais. Arrêtons-nous 2 secondes sur les aides que la France verse aux Comores. Vous savez quand même que il y a beaucoup d'États qui ne demandent qu'une seule chose, c'est que la France arrête de verser cet argent pour eux prendre la place de la France. Je pense à la Chine, je pense aux pays du Moyen-Orient, aux Émirats, etc. Et que le risque serait encore plus grand pour la France de voir les Comores s'islamiser davantage et devenir un repère à notre porte cette fois-ci, beaucoup plus qu'il ne l'est encore aujourd'hui, d'islamisme. Et que donc, est-ce que c'est vraiment une bonne solution que de leur supprimer l'argent, sachant que d'autres sont prêts à en amener, et voire même plus que nous? Monsieur Dupuis, si cet argent est mal employé, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, effectivement, comme vous le signalez, pour dire les choses clairement, l'Union des Comores
entretient les meilleures relations du monde avec l'Arabie Saoudite. Offre même des passeports. Et que l'islamisation, c'est à Mayotte qu'elle est en train de s'opérer, puisque la radicalité est de plus en plus présente. On vit dans un environnement modéré et il ne faudrait pas que cette radicalisation arrive jusqu'ici à La Réunion. Donc avant, vous savez, un pays c'est comme une maison. Il y a des portes, il y a des fenêtres, donc on ferme, on ouvre les portes, et si on veut entrer, on frappe à la porte et on demande l'autorisation d'entrer. Alors fermons la porte aux Comoriens, s'ils veulent entrer, ils frappent à la porte, ils demandent s'ils peuvent entrer, et puis on regarde qu'il y a sur le pas de la porte, et si la personne qui est devant la porte, on est d'accord pour la laisser entrer ou non. On voit bien qu'en Europe, quand même, on a d'autres moyens, on a les plus grandes difficultés du monde à empêcher les migrants de rentrer. À Mayotte, ça va... Enfin bon. Regardez l'expérience italienne, Matteo Salvini, avec une volonté politique, a arrêté le mouvement migratoire vers l'Italie. Vous savez, il s'agit de volonté politique. Quand vous dites, comme à Verdun, on ne passe plus, les candidats à la migration savent que... oui, mais ils passeront par ailleurs, ils rentreront en Espagne, ils reviendront en Italie, parce que les frontières sont libres. Mais petit à petit, les pays européens vont je l'espère, évoluer sur ce sujet. J'espère que le prochain pays à évoluer sera la France, après l'élection de Marine Le Pen en 2022, et que à ce moment-là, ça sera petit à petit l'Italie, la France, nos amis de Vox sont en pleine progression en Espagne, la AfD en Allemagne. Vous savez, il y a un vent qui s'est levé sur l'Europe aussi, et puis comme j'aime à le dire, lorsque l'on prend les 10 premières puissances mondiales, les États-Unis sont dirigés par Donald Trump. Qu'on aime, on n'aime pas Donald Trump, mais enfin, c'est un souverainiste, il protège les intérêts des Américains. Alors ses détracteurs diront qu'il est populiste. La Chine... Il est même à moitié fou, enfin, entre nous, c'est mon opinion à moi. Ça n'engage que vous, je vous laisse la responsabilité de vos propos. La Chine, c'est même pas la peine de faire de commentaires concernant Xi Jinping, c'est un pays nationaliste. Shinzo Abe au Japon est un protectionniste, c'est pas la peine de le préciser. 4e puissance mondiale, l'Allemagne. Elle évolue très bien au sein de l'Union européenne parce que elle est la seule bénéficiaire finalement de l'action de l'Union européenne. 5e, la Grande-Bretagne, Boris Johnson est en train de sortir de l'Union européenne. Ses détracteurs, là encore, disent que c'est un populiste parce que c'est un souverainiste qui protège les intérêts de ses concitoyens britanniques. 6e puissance mondiale, c'est nous la France. 7e, ce doit être l'Inde. Le Premier ministre indien Modi Nouri est nationaliste, revendiqué. 8e puissance qu'a défrayé la chronique pendant ces derniers jours, c'est le Brésil et le président Bolsonaro. 9e, l'Italie. Et 10e, le Canada. Ce qui veut dire que sur les 10 premières puissances mondiales, vous en avez 6 que l'on peut qualifier de souverainistes, nationalistes, populistes, selon nos détracteurs, vous choisirez le terme le plus approprié. Mais ce qui veut dire surtout que le vent de l'histoire souffle dans notre sens. Je me souviens de l'époque où on disait que le vent de l'histoire soufflait dans l'indépendance de la Réunion, et heureusement que ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas qui disait ça, mais c'était très certainement un très mauvais météorologue. Oui, revenons, parce qu'il nous reste très peu de temps. Très mauvais historien. Très peu de temps. La Réunion, le Rassemblement national fait toujours de très très bons scores pour tous les scrutins nationaux, mais par contre, pour les scrutins locaux, que ce soit au municipal ou au cantonal, vous êtes quasiment absent, et vous n'avez aucun élu, que ce soit au département ou à la région ou dans des municipalités. Comment est-ce que vous expliquez ça et qu'est-ce que vous comptez faire pour le changer? Alors vous venez de dire le Rassemblement national fait toujours. Non, le Rassemblement national fait de façon relativement récente, depuis la dernière élection présidentielle et à l'occasion des élections européennes, de très bons scores. Ces scores, ils sont le reflet d'une évolution.
d'une évolution à la fois du Rassemblement national, parce que je pense que, compte tenu de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, nous avons présenté et à l'élection présidentielle et à l'élection européenne un programme très crédible et très adapté aux départements, régions et collectivités d'outre-mer. Je ne citerai pas un ancien ministre que j'ai croisé un jour qui m'a dit « mais c'est même le meilleur programme qu'on ait jamais vu, même nous on n'est jamais allé aussi loin », d'une part. D'autre part, on a eu quelques idées novatrices à l'occasion des élections européennes, notamment la création, sur le modèle de l'Agence spatiale européenne de Kourou, une agence européenne de la mer, parce que tout le monde, on a un peu tendance à oublier que grâce à l'outre-mer, la France est la deuxième puissance maritime mondiale, que l'avenir est tourné vers la mer, vers sa biodiversité, vers son énergie, et qu'elle peut être à l'origine de nouveaux métiers, d'une quantité innombrable de création d'emplois. Et donc la crédibilité de ces programmes a, je pense, contribué à faire évoluer l'image du Rassemblement national. Et puis la population réunionnaise a elle aussi évolué. Elle a bien saisi que Marine Le Pen avait une véritable estime, une véritable affection, une véritable passion, une véritable vision pour l'outre-mer, que depuis que la population réunionnaise est un peu orpheline des Jacques Vergès, de Paul Vergès, de Jacques Chirac, de toutes ces grandes personnalités qui ont défendu leurs intérêts par le passé, et donc ils ont compris quelle était concrètement, parce qu'on a fini, on est déjà très largement dans le temps imparti. Concrètement, dans le cadre de l'évolution du Rassemblement national, il y aura des listes dans à peu près toutes les communes de l'île. Le but est d'avoir le maximum d'élus locaux qui seront au contact de la population pour l'écouter, pour défendre ses intérêts et petit à petit s'investir aux assemblées départementales, aux assemblées régionales et faire en sorte que le Rassemblement national devienne la force émergente qui incarne le changement ici à La Réunion. Vous avez dit que vous avez rencontré des élus quand vous étiez ici. Est-ce qu'on peut imaginer demain des élus du Rassemblement national présents sur des listes de maires sortants, par exemple, qui se représenteraient? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'il y aura des listes exclusivement du Rassemblement national. Je pense qu'il y aura des listes d'ouverture soutenues par le Rassemblement national avec des gens issus de la société civile, des gens du Rassemblement national, pourquoi pas des gens issus d'autres formations politiques, et puis pourquoi pas effectivement des maires sortants acceptant de voir figurer sur leur liste des membres du Rassemblement national auxquels ils donneront des responsabilités. Ça fait plusieurs cas de figure. Et le quatrième cas de figure, ça peut être des fusions de listes entre deux tours. Donc, vous voyez, la palette est assez large. Le nom d'un ou deux maires qui pourraient s'ouvrir à ces listes au Rassemblement national, vous pouvez nous le dire aujourd'hui? On dit qu'André Tchénakoun a souvent été accueillant vis-à-vis de Marine Le Pen. Tchénakoun a reçu Marine Le Pen à deux reprises au tampon, comme il a reçu, je crois, à peu près tous les candidats, mais posez-lui la question. Très bien, écoutez, on la lui posera en tous les cas. Merci, et puis on se reverra, je pense, puisque nous serons amenés à... N'attendons pas 30 ans. On n'attendra pas 30 ans. Merci en tous les cas. Merci à vous, Monsieur Dupuis.